Donc on parle de Java EE5. Première chose, quand on constate, c'est qu'on ne parle plus de J2EE. Donc au même titre, on a un petit peu abandonné la partie du J2SE, on a abandonné le 2 dans J2EE aussi, ce qui va être un petit peu dur à faire passer, parce que les gens sont tellement habitués à cet acronyme, pas très heureux en français, le J2EE. Mais toujours est-il qu'on parle désormais de Java EE, et on passe là aussi d'une version 1.4 à une version 5, et là pour le coup on laisse tomber même 1.0, c'est pas une 5.0, c'est une 5.0. C'est une version qui intègre un certain nombre de JSR comme toutes les précédentes versions, c'est-à-dire que c'est une sorte de chapeau par rapport à un certain nombre d'autres technologies. Par rapport à ces autres technologies, eh bien, on va retrouver au titre des API et des technologies qui ont un impact clair et important sur le développeur, les EJB3. JSF qui fait son entrée dans J2E ou dans Java EE, ce qui veut dire qu'à partir de cette version-là, tous les serveurs d'application viendront avec une implémentation de JSF, ce qui veut dire que, peut-être pour complémenter un peu la question qui a été posée tout à l'heure, il y a beaucoup de frameworks aujourd'hui, l'idée c'est que quelque chose comme JSF intégré dans J2E, on voit ce que c'est intégration, c'est important, ça ne veut pas dire simplement pas casser ce qui est autour, mais également le faire évoluer pour qu'il se marie bien avec les autres composants. Eh bien, ce framework est là pour répondre à 80% peut-être des problématiques qui peuvent être résolues par un framework de type présentation. Peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus, mais il reste clairement une place pour tous les autres frameworks, et Dieu sait s'il y en a. Donc les EJB3, JSF, une API de persistance. Vous verrez que, vous voyez en fait le numéro est le même ici, vous pouvez de JP3, je vais vous expliquer ça. Et puis des API qui sont un peu plus bas niveau, on va dire. System Agents WS, qui est quand même important, qui est l'évolution de Jets MPC, on va en dire deux mots. Et puis d'autres JSR qui sont également importants, mais beaucoup moins visibles pour le développeur. Donc le JP3, JSF est un peu une couche d'abstraction au-dessus de JSP Servlet. Et finalement, on va probablement assez rapidement évoluer vers un modèle où on va plutôt parler EJB, JSF et probablement un peu moins JSP et Servlet, ce qui est l'intérêt globalement d'un framework de type MVC. Alors ça, c'est ce qu'on fait d'un point de vue API. Et puis, comme tout ce qui vient du JCP, il y a la paperasse. Il y en a parce que c'est la paperasse de paperasse qui fait référence à d'autres spécifications qui viennent avec la paperasse aussi. Donc on n'attend pas de vous avez eu toutes les spécifications. On propose, néanmoins ces spécifications, on propose également une implémentation de référence et des tests de compatibilité à destination de tous les gens qui veulent faire des serveurs d'application compatibles, Java EE5 en l'occurrence. Glassfish est l'implémentation open source qui se trouve à l'implémentation de référence de Java EE5. Et c'est ni plus ni moins que le serveur d'application seul, mis en open source, en l'occurrence sous licence CVDL, du serveur d'application seul, qui est un produit commercial qui existe depuis quelques temps dans sa forme actuelle, depuis environ 3 ans, et qui vient avec un certain nombre de fonctionnalités de type administration, de type performance, qui le rendent extrêmement intéressant, et de plus intéressant maintenant qu'il est en open source. C'est également l'endroit où on le fait évoluer, et c'est là que l'on travaille sur l'implémentation de tout ce qui est Java EE5, et à ce titre-là, c'est probablement un très bon produit pour apprendre Java EE5. On verra qu'il y a même des outils de développement qui sont déjà disponibles aujourd'hui, je vais vous en montrer. D'un point de vue performance, c'est également un produit intéressant dans la mesure où on a publié des benchmarks, un petit spec GeoServer, sur la base de Glassfish, comparables en performance à tout ce que font aujourd'hui les leaders sur le marché. Néanmoins, ce n'est pas une simple implémentation J2E. On est un peu plus loin, ce n'est pas simplement un clone, on va dire, d'un serveur d'application. On a par exemple réécrit, on utilisait jusque-là Tomcat en tant que conteneur web, et on a un listener HTTP également. Un listener HTTP Tomcat, pour ceux qui l'utilisent ou qui l'ont un petit peu testé, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement performant et de robuste. Donc on a réécrit toute cette partie listener HTTP avec des UIO, qui est cette fonctionnalité d'IO non bloquante qui est arrivée dans Java 1.4. Et c'est quelque chose qui s'appelle Christie, et qui nous permet aujourd'hui, sur des benchmarks auxquels j'ai fait référence, d'avoir des performances supérieures à ce qu'on aurait avec des serveurs d'application écrits en code natif, en l'occurrence avec Apache. On a également des outils de management, alors des consoles, bien sûr, graphiques, des outils en de commande, des managements dédiés aux web services,
On va parler d'une API de persistance. Une API de persistance, dans Glassfish, eh bien, en fait, c'est le fruit d'une collaboration avec Oracle qui a mis en open source Toplink. Donc, Toplink qui est ce produit qui est pas trop aussi vieux que Java et qui fait du mapping objet relationnel, qui a été intégré dans Glassfish pour servir de moteur pour cette nouvelle API de persistance dont on va parler. Encore une fois, donc, des outils d'administration, des outils d'analyse, d'appel dans une requête pour pouvoir décomposer une requête complexe en différentes étapes unitaires. On a également ce qu'on appelle du load on demand, c'est-à-dire que si vous utilisez Glassfish comme un Tomcat, c'est-à-dire comme un conteneur web, bien effectivement on ne va pas démarrer un serveur, un conteneur de JB, on ne va pas démarrer un broker JMS, il y a plein de choses qu'on ne va pas démarrer parce que vous n'en avez pas besoin. Donc on va pouvoir avoir des temps de démarrage qui sont plus rapides, une empreinte mémoire qui va être moins importante. C'est un produit également open source qui fait tourner beaucoup d'autres frameworks. Donc si vous avez un framework, si vous avez besoin d'utiliser du Spring, de l'Hibernate, du Wicket, du Jive, du Workflow OS, du Roller qui est un serveur de blog, toutes ces applications-là ont déjà été validées et testées sur Glassfish. Donc ça sera disponible dès la sortie officielle de Java E5 et c'est l'intérêt d'être une implémentation de référence, c'est que tout ce que je vais vous raconter, vous pouvez le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire avec une version finalisée dès le mois prochain parce qu'on parle d'une sortie de Java E5 pour la Java One qui a lieu au mois de mai, 8 mai. Donc c'est extrêmement proche de nous et ça arrivera avant Java 6 dont j'ai parlé tout à l'heure. Voici l'URL glassfish.dev.java.net. Et pour le coup, quand on dit open source, clairement c'est le CDS qui est en ligne avec toutes les issues. Donc vous pouvez voir les commits dans les 2 heures, donc des builds, il y en a toutes les billes, il y a des promos de builds. Et aujourd'hui on est sur quelque chose qui est relativement stable, je pense. Tant de faire passer la démo pour dire que c'est vraiment stable. Les outils de développement sont développés en parallèle. Dans NetBeans, il y a eu une question tout à l'heure en début d'après-midi, c'est la version 5.5 qui a pour objectif principal, c'est l'évolution majeure de NetBeans 5.5, d'être synchronisé avec Glassfish d'une part et bien sûr donc la spécification Java E5. On a également développé un plugin pour Eclipse WTB pour Web2 Platform qui permet d'adresser Glassfish d'une part, mais également toutes les anciennes versions du serveur d'application Sun, les versions 8.1 et 8.2 en particulier, depuis donc, le Web2 Platform d'Eclipse. Les objectifs de JP3 sont de simplifier de manière radicale la vue et le travail du développeur, tout en garantissant une compatibilité, une migration, et en finalement changeant relativement peu de choses d'un point de vue runtime, d'un point de vue exécution. Le gros du travail est fait en ayant l'objectif de simplifier véritablement la vie du développeur. Java 5, tout ça je vous l'ai dit déjà, on va passer rapidement. Java E5 en cours de développement, quasi finalisé, intégration du film. L'approche de JP3 est la suivante. Les API manipulées doivent être plus simples, clairement. Et mieux encore, on devrait ne pas manipuler ces API que sont les API, les EJP, elles existent, elles ont bonne raison d'exister. Néanmoins, on va probablement voir de plus en plus une approche qui est orientée Bojo, Java Object, qui est un objet qui ne demande rien de particulier pour être un EJB en termes d'implémentation d'interface, en termes d'héritage, en termes de clauses de type throws exception ou remote exception. OJ faisant référence à Plain Old Java Interface. L'idée également, c'est qu'on a constaté que dans le développement J2E, il n'est pas rare de passer plus de temps le nez dans l'XML que le nez dans les codes Java. Et ça, on pense que c'est un bug. Donc, dans la démo que vous allez voir, et dans ce que je vais vous démontrer, on a essayé de garder au strict minimum les aspects configuration dans des formats XML, non pas parce que XML est devenu mauvais du jour au lendemain, il y a des usages qui sont bons, d'autres qui sont moins bons. Donc de limiter tout l'aspect XML et toute la partie descripteur de déploiement en les rendant quasiment facultatifs la plupart du temps. Et en les rendant facultatifs avec 2 techniques. La première, c'est d'avoir une approche qui est celle de la configuration par défaut. Il y a beaucoup de choses qui sont des comportements par défaut que vous utilisez déjà dans la version précédente des EJB et qui donc n'aura plus besoin d'être spécifiées dans la descripteur de déploiement. La deuxième majeure, et peut-être encore plus importante, c'est l'utilisation importante d'annotations. Les annotations dont j'ai parlé rapidement dans Java 5 et dont on va voir un certain nombre d'exemples
qui vont permettre d'annoter une classe pour décider que cette classe, par exemple, est un EJB de type entité. Donc le conteneur décharge le développeur de certaines de ses responsabilités. On parlera également de la disparition de la vue du développeur de l'API JNDI avec une technologie qui s'appelle l'injection de dépendance qui permet d'injecter une ressource, un EJB, une gestion de transactions, une gestion de persistance au bon moment et de le demander au serveur d'application au conteneur. Les annotations sont relativement similaires à quelque chose comme Xdoclet. Cependant, elles sont intégrées au niveau du langage et donc disponibles auprès du compilateur et pas d'un outil annexe, utilisables et pouvant même être rendus disponibles dans le bytecode au moment de la compilation, mais également au moment de l'exécution, et pourront donc être analysés et traités par des composants de type compilateur ou gestion d'annotation qui serait finalement un frontal devant le compilateur, qui aurait pour objectif de générer le descripteur de développement. Le développeur n'a pas fait, il aura toujours peut-être une raison d'exister, mais il ne sera pas développé, écrit par le développeur, mais plutôt déduit à partir d'annotation. C'est quelque chose qui est important, qui vient annuler et remplacer les descripteurs de déploiement, mais ces descripteurs de déploiement restent disponibles. Il y a un certain nombre de personnes qui, dans leur mode de développement, dans leur organisation, aiment cette séparation entre le développement applicatif et l'aspect déclaratif que l'on peut avoir avec les descripteurs de développement. Donc ces descripteurs de développement continuent d'exister et sont même susceptibles de venir redéfinir ce qui aurait été fait au titre d'une annotation dans le code par le développeur. Par contre, les annotations sont dans le code Java, plus près du code, ce qui va avoir comme effet de limiter le nombre de fichiers, de faciliter l'aspect archivage et peut-être de faciliter globalement le cycle de développement des développeurs. Alors, vous pouvez rapidement un exemple JB 2.1. Donc on a une JB session ici. On a des méthodes de cycle de vie, les EJB activés, passivés, remote. On a une méthode de cycle de vie de création, on va initialiser un contexte. Et puis enfin, quelque part en bas, il y a quelque chose qui a à peu près 2 lignes et qui est l'implémentation de la logique métier, noyée derrière des flots de méthodes qui sont liées, qui sont imposées parce qu'on implémente cette interface qui est Java, ce JB de la session. Voilà l'interface qui est verbeuse aussi parce qu'on lui impose d'hériter de JB Object. Chaque méthode doit déclarer qu'elle est susceptible de lever une exception de type remote exception. Puis on a cette interface home qui est une sorte d'accès pour centraliser, pour retrouver des instances, pour créer des instances, et qui là aussi est assez verbeuse, c'est-à-dire que tout ce qui est ici en rouge, en orange, sont des choses qui sont des API qui sont liées au framework, aux EJB. Et un client, lui aussi, est forcément simple à écrire. Il y a des choses comme des lookups, comme des create, qui sont absolument nécessaires avant de pouvoir manipuler une représentation distante d'un EJB. Et on a un descripteur de développement. Beaucoup de choses sont extrêmement redondantes, c'est-à-dire qu'il y a des conventions de nommage qui disent que l'interface distante, ou en tous les cas locale, c'est l'interface shopcart, que son implémentation c'est shopcart B, que la home c'est shopcart home. C'est autant de choses qu'on va pouvoir supprimer de la vue du développeur en utilisant des conventions de nommage et cette approche de configuration par exception. Et puis il y a tout l'aspect la définition des ressources, et on arrive à des fichiers XML qui sont complexes et qui sont validés la plupart du temps extrêmement tard dans le cycle au moment où on teste l'application. Un EJB 3, eh bien c'est une interface Java, une POJI ici, une Plain Old Java Interface, à qui on ne demande pas d'hériter de qui que ce soit, dont les méthodes ne déclarent pas de clause throws et remote exception. Simplement, on a annoté, c'est ce que signifie cet arrobas remote avant la déclaration de l'interface, on a annoté comme étant une interface distante qui elle-même sera implémentée par le composant lui-même. Donc on a toujours l'interface, on a le composant lui-même, qui est ici, shopcart B, qui implémente son interface distante. Et ce composant lui-même, eh bien lui est un EJB de type session stateful et annoté avec une annotation at stateful. On verra un petit peu plus loin les aspects ressources, les aspects d'initialisation, mais on ne voit plus de throws remote exception, on ne voit plus d'héritage, c'est-à-dire qu'on
On n'impose rien en termes de hiérarchie ou même d'implémentation de méthode, et vous ne voyez plus de méthode de cycle de vie. Par contre, il y a un certain nombre d'annotations qui apparaissent, qui sont là pour pouvoir annoter une méthode, quelle qu'elle soit, comme étant une méthode de cycle de vie par rapport aux différentes phases et différents états dans lesquels peut se trouver un EJB. Donc une interface métier, c'est une interface Java. Un composant peut donc implémenter plusieurs interfaces, et on n'a plus vraiment besoin d'avoir ce design pattern qui finalement est peut-être un anti-pattern, qui est le DAO, c'est-à-dire le Data Access Object, qui permettait de faire véhiculer une information parce que le JV lui-même n'était pas capable, par son adhérence au framework, d'être véhiculé à travers différents niveaux d'implication. Plus de référence à la JPO, à la JV Object. On est même capable, là je vais vous montrer un exemple avec une interface qui existe, on est même capable de déduire cette interface simplement en reprenant toutes les signatures des méthodes, en décidant que toutes ces méthodes doivent apparaître dans l'interface qui est implémentée. Et donc générer cette interface automatiquement. Plus de méthode de cycle de vie, plus de GDI pour le développeur, ou le client, on n'a pas vu encore le client, mais c'est quelque chose qui permet de ne plus manipuler la STGP. Donc les annotations JV3, il y en a un certain nombre, elles ne sont pas toutes listées là, mais clairement on dépasse les 3 qui existaient au niveau de Java 5. On va annoter des EJB comme étant stateless, donc EJB session stateless, session stateful, message driven entity. Donc ça c'est pour la nature des EJB. Donc il y en a 4 ici. On va ensuite pouvoir annoter une interface comme étant distante ou locale, sans devoir être redondant sur le fait que tout ça est distant, distribué, et donc potentiellement susceptible des remote d'exception. Et donc, comme je le disais, tout l'aspect cycle de vie, ça ne passe plus par des méthodes qui sont forcément implémentées et presque toujours vides, mais plutôt par l'utilisation d'annotation pour des méthodes dont le nom peut être totalement arbitraire. Bien sûr, certaines ne s'appliquent pas à tous les types de JV, comme add, remove par exemple, ou post persist, qui clairement fait référence à un JV de type entité. Il y a une technologie également qui est utilisée, qui est une technologie d'injection, on parle d'injection de dépendance, d'inversion de contrôle, qui est utilisée également dans EJP3, mais plus largement dans Java 5, dans la mesure où on va intégrer tout ce qui est JSF, Servlet, les JSP, et on va étendre cette notion d'injection à toutes ces couches-là. À partir du moment où un objet est géré, qui est managé, qui a été créé, le cycle de vie est géré par le container, et bien le container a une main sur ce composant, il va être capable de créer à la demande, au moment de la création de l'objet, les ressources dont a besoin cet objet. Le composant va déclarer ce dont il a besoin, le container va injecter des ressources. Et les ressources, c'est quoi? C'est un accès à un pointeur vers un autre JV. C'est un accès à un contexte de persistance. C'est un accès à un contexte de transaction. Donc c'est toutes ces choses qu'on obtenait typiquement à travers JVDI précédemment. On verra à quoi ça correspond dans du code plus simplement. Donc c'est quelque chose, cette injection que je peux faire dans un JV qui va appeler un autre JV, mais également dans une servlette qui va appeler une source de données qui a été définie dans le serveur d'application, ou dans une page JSP, dans un composant JSF, qui veut lui appeler un autre JV. Donc cette notion d'injection s'applique bien sûr au niveau du container JV, mais également au niveau du container web, JSP servlet, et c'est important, et c'est ce qui est déjà disponible aujourd'hui dans le SIG. Les annotations d'application vont permettre d'annoter cette fois-ci non plus une classe, mais un attribut, avec l'annotation A2JP lorsqu'on veut avoir une référence vers un 2JP pour pouvoir le manipuler, on va le déclarer, l'annoter, et tout de suite derrière, capable de l'utiliser, d'invoquer des méthodes dessus. Et pour le reste, on a un resource et quelques annotations spécialisées pour obtenir par exemple un contexte de persistance, mais resource est une sorte d'annotation un peu générique qui va permettre d'accéder à tout autre type de ressources, hormis du composant JP. L'injection reste possible dans les scripts des moments si c'est ce que vous voulez faire, peut-être pour des questions de sécurité par exemple, autant des dépendances par rapport à des EJB, c'est pas vraiment des choses que vous voulez faire dans le code, autant d'un point de vue sécurité, c'est des choses que vous pouvez externaliser de manière déclarative dans un descripteur dépendant. Je parle de configuration par défaut. Donc voilà un exemple, je dans un package. J'ai annoté ici une classe qui est un EJB stateless,
qui lui-même est une référence vers un autre composant. Donc je vais annoter cette déclaration ici de référence vers un composant avec la notation add_JB. Simplement add_JB, je ne donne même pas le nom de JB. Pourquoi? Parce qu'il y a cette approche de configuration par défaut, et en fait je pourrais avoir quelque chose de plus verbeux et de plus exhaustif qui dirait voilà le nom du composant, l'interface du composant dont j'ai besoin, voilà le nom de sa classe, et tout ceci est possible parce que cette configuration par exception est possible, parce que on a un seul JB qui implémente l'interface ici hello, l'interface distante et l'attribut ont le même type, et le nom relatif JNDI peut être déduit à partir du nom de la classe. Donc voilà ce qu'on entend par configuration par exception qui permet, déjà dans le code, mais également dans les scripts de déploiement, du manière en général dans l'application packagée, de faire beaucoup moins de code, et donc de faire probablement un petit peu moins d'erreurs, peut-être d'introduire un certain nombre de complexités pour savoir ce qui s'est réellement passé, quelles ont été exactement les règles qui ont été mises en place. Une des valeurs principales des EJB qui justifie leur utilisation depuis le début, c'est l'intégration de tout ce qui est démarcation de transactions. C'est ce qu'on appelle ce qui est Container Managed Transaction. Par défaut, tout est en mode CMT. Et l'attribut de la transaction est require. On peut passer dans un mode BMT, Bit Managed Transaction. On a une adaptation spécifique pour le faire. On peut changer également le niveau d'attribut de transaction. Donc là aussi, on est dans les annotations et la configuration par exception. De même, pour la sécurité, on a un certain nombre d'annotations qui sont spécialisées, qui permettent de dire qu'il n'y a rien de spécifique qui s'applique en termes de sécurité, mais il y a aussi un certain nombre d'annotations qui permettent d'expliquer, d'expliciter quels sont les rôles qui ont accès à une méthode typiquement. On a également une fonctionnalité intéressante qui s'appelle les intercepteurs. Un intercepteur, c'est une classe qui va être capable de manipuler un appel à une méthode. Manipuler un appel à une méthode en interceptant les paramètres en entrée, en étant capable non seulement de les voir, mais de les modifier, et en manipulant également l'objet de retour. Donc on est capable d'avoir un accès à tout ceci, de déclarer ça dans une classe et d'appliquer cet intercepteur à une classe ou à une méthode. Et donc on a des annotations qui sont de type add_interceptor pour définir l'intercepteur, et add_around_info pour l'appliquer à un instant donné dans le code. Les exemples classiques sont en fait des exemples de type sécurité ou de type log, il y a pas mal de choses. Et dans une certaine mesure, c'est quelque chose qu'on pourrait considérer comme étant pendant dans les EJB de certains aspects de la programmation orientée à l'aspect. Sauf que là, on a une manifestation de ces technologies-là sous forme d'une annotation pour le développeur qui, par ailleurs, manipule beaucoup d'autres annotations. Et donc du code donnerait à peu près ceci, la définition, déclaration d'un intercepteur, qui se trouve en haut, et en bas, l'application de ceci. Non, c'est là, pardon, je me suis pas trompé ici. Donc on va appliquer ici une méthode qui est un log, on va récupérer ce qu'on appelle une invocation context, qui va nous permettre de récupérer un nom méthode, et le nom d'une méthode, et ensuite de permettre de récupérer l'enchaînement des appels tel qu'il était dans la classe à laquelle, la méthode à laquelle on a appliqué cet intercepteur. On en vient à l'aspect persistance. Persistance JB3. Les objectifs principaux sont ceux, puisqu'on est dans un modèle pour le jour, de pouvoir redécouvrir les joies de l'orienté objet, des notions de relation, d'héritage, de polymorphisme, qui sont les caractéristiques principales de l'objet. Également d'améliorer les capacités de requêtage, tout ça bien sûr en simplifiant les développeurs, et de faire une vraie spécification de mapping objet relationnel. On est capable d'exprimer des notions de cardinalité, des effets de cascade par rapport à ces effets de cardinalité, et la manière dont on va rendre persistant par rapport à un modèle relationnel, une graphe d'objet ou un modèle objet au centre. L'objectif supplémentaire qui est venu un peu après, et c'est ce qui explique que le fait que tout ça soit fait dans le même JSR, qui est celui des EJB3, c'était celui d'intégrer un certain nombre d'expertises d'autres technologies de type persistance, pour pouvoir d'abord bénéficier de cette expertise, mais également rendre tout ce qu'on décrit ici, cette nouvelle avec une persistance, utilisable de manière simple
et intégré dans sa application, mais également simple et utilisable moyennant une ou deux petites lignes supplémentaires de Bootstrap en dehors de toute notion de container. C'est-à-dire clairement dans le JDK avec des classes classiques de type JDK. Donc dans une appli Swing, dans une appli quelle qu'elle soit, dans un conteneur léger, dans quelque chose qui n'a pas de notion de conteneur JB ou de type web. À terme, c'est probablement une spécification séparée qui va évoluer, qui s'appellera JPA, et un acronyme de plus, 1, pour Java Persistence API. Je vous ai dit presque tout ça. Sur les autres expertises, c'est typiquement les expertises de type JDO, de type Hibernate, de type Toplink, qui sont autant de gens qui ont rejoint le groupe des experts EJP3 pour fournir cette nouvelle appli. Un EJP entité, une simple plagiat, on l'a vu, on l'a pas vu, mais je vous ai dit que c'était des pots jaunes. On va pas le noter avec un EJP de type stateless, mais plutôt entity. C'est une classe concrète avec un constructeur sans argument, au moins un, qui va permettre de faire l'héritage du polymorphisme avec un certain nombre d'attributs qui vont être rendus persistants, qui peuvent être identifiés par le fait qu'on a des attributs publics ou des attributs protégés ou privés avec une méthode get et set pour définir ces propriétés persistantes. On n'impose aucune interface implémentée, pas de méthode de callback requise dans ce modèle-là. Peut-être utilisé dans un modèle comme un objet détaché pour éviter le DTO, de DTO, de Data Transfer Object. Et si on veut le véhiculer, on aura besoin qu'il implémente serialisable, mais à la limite, ce n'est même pas une API de type JP, c'est une API qui permet de serialiser le contenu d'un objet quel qu'il soit. Un EJP entité peut être un objet tout court, c'est-à-dire qui a été créé avec un new. Je crée un objet, j'ai une référence. Il n'est pas managé, il n'est pas géré par un container quel qu'il soit, il n'a pas d'identité de persistance. Il peut être rendu persistant, on va appeler une méthode persist sur ce qu'on appelle un entity manager, et on va le rendre persistant. On va le rendre managed, qui est le terme consacré en anglais, qui va permettre de gérer une persistance, de gérer des relations, de cardinalité en particulier, qui va permettre d'écrire, moyennant des règles de transaction en base, ou d'écrire en base les informations en fonction de ce qui a été défini dans le mapping. Et ce mapping, on va probablement, là aussi, le faire à coup d'annotation, d'une part, et d'autre part, à coup de configuration par exception. Et il peut également être supprimé, y compris en base, c'est-à-dire ces données sont supprimées, non pas seulement l'instance, et il peut également être détaché, puis de nouveau mis dans un état manage à travers cette méthode, cette action de merge. L'entity manager est ce point central dans cette API de persistance qui permet de gérer le cycle de vie de l'identité, de les rendre persistants, de les supprimer, de faire des merges, des flush, des find. Dans certains cas, on peut le voir comme étant un remplacement de l'aspect interface home que l'on utilisait précédemment. Seulement, il n'est pas typé. Il n'est pas associé à une instance de JB ou une autre. Il est générique et général pour tous les types persistants. On peut définir des méthodes nommées, on verra ça tout à l'heure, et on a une API qui permet de définir ce qu'est une requête avec un objet query. Il y aura quelques exemples derrière aussi. Il est responsable de gérer le contexte de persistance et d'appliquer, partout où c'est nécessaire, les règles de transaction qui s'appliquent. Il est assez similaire pour ceux qui utilisent Hibernate, à une session Hibernate ou un persistent manager de type JDO. Et il faut l'utiliser, il faut l'obtenir, ce persistent manager. Donc typiquement ici, j'ai une classe de type JB session, on va accéder à des EJP de type entité. Donc je vais injecter cette ressource et je vais utiliser une notation qui s'appelle persistent context, qui va me donner un entity manager. Et regardez bien le code, je déclare entity manager comme étant une variable EM, et il n'y a rien entre les deux. Alors dans cette déclaration, imaginez que c'est vraiment la première méthode ici exécutée. La première chose que je fais, c'est em.persist. Dans du code Java classique, ça c'est un moteur exception, je vais utiliser ma variable quand même ça ne compile pas. Là, la différence, c'est qu'on a procédé à une injection de dépendance, une injection de ressources, qui au moment de la création de cet objet, va permettre d'initialiser avec les bons paramètres, typiquement faire le travail que faisait le développeur avec GDI, et bien le faire par le container au moment de la création de cet objet qui est créé lui-même de toute façon par le container.
Et en l'occurrence ici, on va utiliser ensuite cet entity manager, utiliser la méthode persist, et dès qu'on va sortir de la méthode, puisqu'on est en mode CLT par défaut, et bien écrire effectivement en base la donnée, l'objet qui vient d'être rendu persistant. L'injection est également possible, et l'accès à ce persistent manager est également possible, je le disais, au niveau des servlets et des JSP. Et c'est là que ça a un sens véritablement d'avoir une approche globale de type plateforme. Je peux, forcément une bonne principe de développement, accéder à ce persistent manager ou à un autre JB depuis une servlette, un management de type JSF, ou depuis une page JSP. Ou depuis même, qui connaît AAC, ça dit quelque chose de l'application client container. Depuis, je crois, la première version J2E, à 1.2, on a défini ce qu'était un client d'une application J2E. Personne ne l'utilise, mais c'est quelque chose qui, avec tout ce qui est injection de dépendance, va prendre toute sa valeur, je pense, et qui permettra de faire cette injection de dépendance, y compris dans des clients de type swing qui auraient besoin d'actionner un 2JB de type session. Le persistent context, le contexte de persistance, en fait regroupe un certain nombre d'unités de persistance qui sont autant de regroupements de classes qui ont besoin d'être persistées en base. Et c'est la seule exception aujourd'hui que l'on trouve en termes de descripteurs de développement obligatoire. On aura besoin d'avoir un minimum de rédaction de fichiers XML qui va définir un type de transaction, par exemple, une source de données, parce qu'il vient de travailler avec une source de données. Et c'est autant de choses qu'on va retrouver dans un fichier qui va s'appeler persistent.xml, qui peut se trouver intégré dans un composant, en packaging d'un composant JB, dans un var, comme je le disais, mais également dans un jar qui lui-même serait un client d'un environnement J2E avec des services de type JB. On va regarder ça plus en détail dans la démo. Un JB entité, ben voilà, un exemple. On a une classe tout à fait classique. Encore une fois, pas d'interface, pas d'héritage imposé. Simplement à noter avec Act Entity. Et on ne dit même pas sur quelle table la correspondance va se faire, le mapping va se faire. Ce sera ici par défaut sur une table qui va s'appeler customer. On pourrait redéfinir ça parce qu'on a un modèle existant et qu'on veut se conformer à ce modèle. Mais par défaut, ici on a une persistance qui est faite par rapport à une table qui a exactement le même nom que la classe elle-même. Ensuite, on va trouver une notion de clé primaire, ce que l'on va trouver ici avec la notation ActID. Et on va également demander, puisque vous faites une clé primaire, on veut simplement traiter l'unicité de la clé, de générer automatiquement, avec un mécanisme qui est très différent d'une base à une autre, eh bien, l'unicité de cette clé primaire avec un mécanisme qui est propre à la base. Mais avec une annotation qui est standard et qui s'appliquera à toutes les bases de données. Et on est capable également de définir des collections. Donc ici on a une collection de commandes qui sont associées à un client et d'exprimer ici cette relation de 1 à n avec un effet de cascade qui fait que si je supprime le client, je vais supprimer toutes ces commandes et avec également des stratégies pour aller chercher les données. Est-ce que quand j'instancie un objet avec les données qui prennent une base, j'instancie également et je ramène de la base dans la même requête l'ensemble de ces commandes, parce que ceci doit se faire de manière plus lazy, plus fainéante. Quelques variations, ici on pourrait dire effectivement qu'avec une autre annotation, ou simplement avec un attribut dans la notation identity, que la table n'est pas order, parce que par exemple c'est un mot-clé réservé ou une table réservée dans la base de données. Le reste est assez identique. Et également qu'on peut exprimer des clés étrangères et donc des jointures ici par rapport à un modèle relationnel existant. Et on voit apparaître ici le fait qu'on va demander probablement à un développeur de connaître un petit peu son modèle relationnel. S'il ne souhaite pas le faire, il aura toujours la possibilité de déléguer cette notion de mapping de correspondance à l'aspect descripteur de déploiement. Mais on se rend compte que la plupart du temps, les développeurs connaissent le modèle de persistance, le modèle relationnel, et le développement a besoin, pour être efficace et performante, d'être assez proche de cette conception et de cette connaissance. La vue cliente, donc je suis dans un JB, on a déjà fait la chose tout à l'heure. Persistent contexte, injecté, passage d'un singleton. Si j'ai une méthode tout à fait banale qui reçoit un client, je vais simplement rendre persistant ce client en le passant en paramètre à la méthode persist, invoquée même sur l'entity manager que j'ai eu à coup d'injection de dépendance.
On va pouvoir également, sur ce Persistent Manager, rechercher, donc, comme on pouvait avoir ça dans les méthodes Go précédemment, un client par rapport à un identifiant qui est sa clé primaire. Et au passage, voilà, je lis dans le code, ici, on a créé cet objet avec un new. On n'a pas fait ça avec la méthode créée du site de on l'a fait uniquement avec un new, un bon vieux new Java. On sait faire ça aussi, et vous aurez ça dans l'extérieur, donc vous le verrez, avec un tout petit peu plus de code dans JDOSE, indépendamment de tout container, en utilisant exactement la même persistance, les mêmes requêtes, la même API. Encore gérer des relations unies ou bidirectionnelles avec quel type de cardinalité tout à fait classique, et le soft-tester dont j'ai déjà parlé avec 5 types de persistences qui sont liés à la persistance, la suppression, merge, refresh, ou le above. On n'a aucune propagation par défaut à moins de le spécifier avec la notation. On va pouvoir gérer l'héritage. Et l'héritage, par contre, c'est pas une notion qui existe dans un modèle relationnel. Et donc, on va avoir plusieurs stratégies pour gérer ça au niveau physique dans la base de données, qui va être liée au fait qu'on aura soit une seule table avec une valeur discriminatoire relative à la classe dans laquelle on se trouve dans la hiérarchie, soit avoir une table pour chaque classe concrète dans toute la hiérarchie. C'est des choix que l'on peut faire, ou une approche un peu entre les deux. On aura une jointure entre différentes tables spécifiques aux attributs qui sont redéfinis ou rajoutés selon les sous-classes, ce qui va donner des choses plus visuelles comme ceci, qui sont des attributs qui vont permettre d'avoir encore une seule table, une table par classe, ou des tables à base de jointure qui pourront probablement modéliser plus facilement un existant. Donc c'est des stratégies qui sont liées à des empreintes en mémoire, à un certain nombre d'incidences qui sont liées essentiellement à la performance. Le JBQL, qui est un langage de requêtage qui vient avec le JB, qui n'est plus imposé, dans la mesure où on saura réintégrer les requêtes SQL directement. Ce langage évolue et va permettre de faire des choses dynamiques, qui sont liées un peu à des, ça déjà dans JDBC, des requêtes, j'ai oublié, je ne sais plus, dans lesquelles on va construire une requête, laisser des paramètres et remplir ces paramètres juste avant la requête. Quelqu'un a le nom? Merci. On va pouvoir faire des requêtes polymorphiques, c'est-à-dire qu'on va récupérer en fonction de la requête des types qui ne sont pas forcément les mêmes à chaque fois. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir récupérer un employé qui est peut-être un manager, qui son salaire est supérieur à une certaine somme, ou quelqu'un de base, vous et moi, qui n'est pas un manager, qui est pour autant un employé défini dans cette hiérarchie. Et puis on va créer des collections de requêtes données qu'on saura invoquer tout en gardant cet aspect dynamique au fur et à mesure du code dans le JB. Donc ça c'est plus de détails sur le sujet, je vous avance un petit peu. Donc on va arriver bientôt à la démonstration. L'idée ici c'est que il y a les JB, mais il y a également JSF dans une version 1.2 qui est globalement la version de JSF que vous connaissez si vous connaissez JSF, dans tous les cas qui a relativement peu évolué par rapport à la version 1.1. Vous en avez vu un certain nombre, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est quelque chose qui néanmoins, ça je pense que vous l'avez vu aussi, on va avoir des notions de management qui sont assez similaires finalement, et qui utilisaient déjà, comme avant les JV3, cette notion de gestion, de déclaration d'objets qui est un projo, finalement un management GSF c'est un projo, au même titre que les EJB en deviennent. On pourrait se demander si un management de JV ne pourrait pas être un management GSF, par rapport à deux identités, ne pourrait-il pas être un management GSF. On a fait un tout petit peu de travail quand même par rapport à Ajax, ça vous a déjà été dit, pour traiter notamment Ajax et pour l'intégrer de manière propre dans le cycle d'une requête Ajax qui contient cette phase bien précise pour, dans une phase, ramener le code JavaScript, dans une autre phase, gérer les requêtes, et dans l'autre, faire la restitution des données qui sont remontées sous format XML par les requêtes JavaScript. Je ne vous parlerai pas de web service, sinon que je vous montrerai cet exemple de code où l'approche est extrêmement similaire, où une classe Java classique sera notée avec @web services et différentes méthodes qui auront besoin d'être exposées pourront être annotées avec @web méthode. On a ensuite des outils qui sont capables, sur la base de ceci, de cracher le WSDL et l'ensemble de toutes les classes qu'on pouvait connaître quand on faisait du JSRPC, Texas ou d'autres, eh bien sont intégrées cette fois-ci au framework.
voici ce qui est exposé, c'est-à-dire, à la limite, si vous voulez, non plus des API, mais uniquement des annotations. Et voilà un client qui va définir, là également, à coup d'injection de dépendance, une référence par rapport au service qu'il souhaite invoquer. L'invocation, c'est un peu ce que vous avez vu tout à l'heure dans la démonstration, c'était des caractères petits, mais dans la démonstration créateur, où l'objectif est de pouvoir simplement invoquer un web service comme si c'était une méthode Java et laisser au framework, au créateur, le soin de faire tout le travail de plomberie sous-jacent. Le SP Web Service est intégré au titre de Java WS 2.0, qui est un renommage de JAX-RPC 1.1, qui est son successeur spirituel, on va dire, mais qui n'est pas complètement compatible par rapport à JAX-RPC tel qu'il existait jusque-là. Et c'est à ce titre-là qu'on laisse également JAX-RPC pour des besoins de compatibilité par rapport au code existant. Voilà, globalement ce qu'on peut dire rapidement sur Web Services. Donc, simplification réelle pour les développeurs, par le COJO, par le modèle d'injection de dépendance. On a une vraie API de persistance qui est relativement puissante. Et par rapport à tout ce qui a existé jusqu'à présent, JDO, JB, Hibernate et d'autres, toutes ces frameworks, tous ces produits sont en train de devenir des implémentations de cette nouvelle API de persistance. Donc, au même titre qu'une implémentation de JDE, ça pourrait être Glassfish, WebLogic, WebSphere, Geronimo, Jonas, j'en passe et des meilleurs. Eh bien, les différents produits JDO ont tendance à devenir les futures implémentations de cette API de persistance. Vous avez vu que dans Glassfish, c'était TopLink, chez JBoss, c'est Hibernate. Finalement, l'idée, c'est d'avoir cette API portable, persistante, qui est gage de vérité au titre de son aspect standard, et d'avoir pour autant le choix ensuite dans l'implémentation, qui peut être votre produit que vous connaissez aujourd'hui au titre de l'administration, par exemple. Et tout ceci, encore une fois, est disponible en bêta aujourd'hui. Toutes les fonctionnalités sont là, et on parle essentiellement de Glassfish. L'aspect également est disponible. Et la version finale viendra avec la version de la spécification, c'est-à-dire probablement mi-mai. Vous avez une lumière ici pour l'aspect tutoriel. Et simplement pour vous dire également, pour vous rappeler qu'on parle réellement d'une plateforme JDE globale, Java ou JSF, JSP et Servlet, ont évolué quand même un tout petit peu pour supporter les aspects injection dépendance, pour pouvoir également fournir une implémentation homogène par rapport à toutes ces nouveautés qui arrivent dans JDE. Alors on peut se poser la question du rôle des outils, puisque finalement tout ça c'est des annotations. Est-ce que les outils qui nous permettaient de masquer un peu la complexité, générer, garder synchronisé un serveur, un descripteur de déploiement par rapport à un EJB et gérer maintenu à jour différents fichiers d'un EJB, est-ce qu'il a encore un rôle? Et la réponse est oui, parce que toute l'utilisation de ces annotations est importante. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire, qui sont interdites. La sémantique de ces différentes annotations aura des incidences sur ce qu'on peut faire avec d'autres annotations. Et donc un outil aura toujours une valeur ajoutée qui sera un petit peu déplacée par rapport à ce qui existait précédemment, puisqu'il pourra manipuler moins de fichiers, moins de lignes de code, mais qui sera toujours bien réel. Donc c'est quelque chose d'important, je pense que vous allez voir en partie dans la démonstration.